Bonjour à tous, c'est 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est... Bon, d'accord, je commence. Donc Guichman, de l'équipe de modération. Ominae, modérateur aussi. Et Soubil, le modérateur à la peluche rose. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, donc on aura une critique de jeu sur Child of Eden. Ensuite, Game Center, comment acheter une borne. Suivi des critiques animées manga de la semaine. Mais Et tout de suite, les news. Nous sommes toujours à l'E3, nous allons nous intéresser dans ce 101% au stand Sony, avec bien évidemment la PS Vita. On a pu l'essayer dans tous les sens. Il y a également pas mal de jeux présentés. Par exemple, la Médoc qui est juste à côté de moi est en train d'essayer le multijoueur d'Uncharted 3. Est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions, Médoc? Multijoueur, très bien. Très bien, là je viens de violer quelqu'un donc ça fait plaisir. Écoute, très bien, il faut juste le temps que je me remette dans les touches, tout ça. Mais c'est fluide, les maps elles sont très très sympas. Pour l'instant agréable. Tout comme j'imagine le mode solo que j'ai pas pu voir pour l'instant. Mais mode multi, ouais, pour l'instant ça le fait à fond. D'un point de vue jeu et non hardware, le titre phare de cette E3 2011 pour Sony n'était autre que Uncharted 3, l'illusion de Drake. Spectaculaire, cette démonstration technique des possibilités de la PlayStation 3 a de quoi enthousiasmer les fans de la saga et de Sony en général. Le jeu prend désormais en charge la 3D stéréoscopique, Naughty Dog ayant travaillé sur cet aspect du jeu dès le début du développement en l'intégrant à leur moteur propriétaire, le Naughty Dog 3.0. On nous promet ainsi une précision de tir accrue grâce à la gestion de la 3D et des sensations jusque-là inédites, comme la possibilité de ressentir le vertige lors des nombreuses séquences aériennes du jeu. Le feu a également fait l'objet d'une attention toute particulière avec l'ajout d'animations contextuelles pour tous les personnages et un impact réel sur l'environnement, mais aussi le gameplay. L'eau a aussi été retravaillée, comme nous avons pu le constater lors de la démonstration réalisée au début de la conférence Sony, qui se déroulait à l'intérieur d'un bateau. Drake était ainsi ballotté alors que le navire coulait pour se retourner dans tous les sens, Titanic style. Ça tombe bien, le jeu a l'air tout simplement titanesque. Le multijoueur a également été retravaillé et à partir du 28 juin, il sera possible de s'y essayer via la bêta qui devrait être dans un premier temps limitée aux abonnés PSN+. Au total, une petite dizaine de modes de jeu devraient être accessibles, dont du Team Deathmatch à 5 contre 5 et à 2 contre 2 contre 2. Sans oublier un Team Objective basé sur la résolution d'objectifs précis, du Free for All, soit la bonne vieille foire d'empoigne des familles, et ainsi de suite. Plusieurs modes coop devraient également être intégrés, ainsi qu'un système de paris permettant à plusieurs joueurs de jouer leurs points d'expérience et leur argent. On a également pu voir pas mal de jeux téléchargeables, en particulier Journey, qui a l'air vraiment absolument magnifique, qui est juste derrière. On a également le dernier Pixel Junk, qui a été également présenté. Pixel Junk Side Scroller est le prochain titre téléchargeable sur le PSN de Cube Games. Reprenant certaines caractéristiques de la série Pixel Junk Shooter, ce jeu se présente comme un shoot à l'ancienne, dirigiste donc, avec des graphismes néons retravaillés absolument magnifiques. Si la dimension exploration des Pixel Junk Shooter a visiblement été mise de côté, en revanche la gestion physique réaliste des matières est toujours de la partie. Quant à Journey, nous en reparlerons longuement dans le reportage diffusé jeudi prochain dans 101%, avec une interview d'un des game designers de Vad Game Company, le studio responsable du magnifique Flower. Évidemment, il y avait pas mal de PS Move, donc avec par exemple Medieval Moves ou Resistance 3, etc. En fait, des jeux soit complètement pour le PS Move, soit des jeux gamers qui intègrent les fonctionnalités PS Move. Medieval Moves, de son titre provisoire, est un ride dédié au PS Move dont l'originalité principale est de permettre aux joueurs de passer d'une arme à une autre en accord avec ses gestes. Pas de bouton donc pour passer de l'épée à l'arc ou lancer des shurikens, tout se fait de manière naturelle. C'est sympa, certes, mais ce titre en vue subjective reste malheureusement un rail shooter des plus basiques avec une interaction a priori limitée.
On peut néanmoins compter sur l'équipe de développement à qui l'on doit le Wii Sports du PS Move, Sports Champions, pour nous proposer un jeu ayant un maximum de répondants. En plus de la campagne solo, Medieval Moves proposera un multi-online en coop. Dans les nouveautés PS Move, Little Big Planet 2 profitera bientôt d'un update Move via un pack à télécharger. Les plus créatifs d'entre vous pourront ainsi créer des minigames dédiés aux périphériques Sony via de nouveaux outils, mais également profiter de niveaux inédits jouables. Mais bon, évidemment, le gros morceau, là, aujourd'hui, c'était la PS Vita. On va voir ça tout de suite dans les news. I'm very proud to showcase, for the first time in North America, the successor to the PlayStation Portable. What you've come to know as NGP, our next generation portable, is officially named PlayStation Vita. We like those gangster rides. Just make Nous l'avons eu en main. Avec ses 2 sticks analogiques, son écran tactile 16/9 5 pouces, son pavé multitactile arrière, ses appareils photo situés devant et derrière qui permettront de jouer avec la réalité augmentée comme c'est déjà le cas sur 3DS, son gyroscope et son accéléromètre 3 axes, ainsi que ses 2 modèles Wi-Fi et Wi-Fi 3G, respectivement proposés à 250 et 300 €. La PS Vita, connue il y a encore quelques jours sous le nom de NGP, compile un nombre assez impressionnant d'atouts susceptibles de convaincre à la fois les développeurs et les joueurs. Annoncée pour la fin d'année, la console portable sera rétrocompatible avec les jeux PSP et les minis. Il sera également désormais possible de gagner des trophées en jouant à des jeux PS Vita qui viendront s'ajouter à ceux récoltés sur PS3. Enfin, l'une des grosses nouveautés de la console reste la possibilité de poursuivre une partie initiée sur PS Vita, sur PS3 et vice-versa. Voire de jouer en multijoueur sur les 2 plateformes comme ce sera le cas dans le prochain Wipeout. Les fonctionnalités sociales de la PS Vita promettent aussi beaucoup. Mais passons maintenant aux jeux annoncés en commençant par une compile de minigames mettant justement en avant les spécificités de la portable. Pour parler de Little Deviants, nous allons laisser la parole au réalisateur du jeu qui travaille pour Big Big Studio, un développeur appartenant à Sony, déjà responsable de MotorStorm Arctic Edge sur PSP. Little Deviants is a collection of many games. We're going to have around 30 games in the final product. We've been showing 4 at E3 here today. Each game focuses on different aspects of the PS Vita hardware. So the cameras, the motion sensor, the microphone, the front and rear touchpads. Each game is going to utilize those features in many very different ways and interesting new ways, some of them. Du coup, on peut se demander quelle partie du hardware de la PS Vita leur a semblé la plus pertinente d'un point de vue gameplay. The rear touchpad is really interesting. I mean, we've done some what I think are cool gameplay features with the rear touchpad on its own and in combination with the front touchpad. But also the motion sensor is amazing. It's so sensitive, it's so accurate. So both those are really good parts of the hardware. Si la date à laquelle Big Big Studio a commencé à travailler sur la PS Vita reste secrète, le réalisateur a accepté de revenir pour nous sur le tout début du développement. We started off with just imagining that there's a piece of cloth, a flat piece of cloth, and you just put a ball on top, and you're just pushing under to roll the ball around. So one of the games that you've seen in the demo is really based on that concept, but we kind of wanted to take it further than that and then use all the different aspects of the hardware. So really the game spiraled from there. La version PS Vita de Uncharted était aussi présentée sur le salon. Nommée Uncharted Golden Abyss, cette dernière est encore à l'état de prototype et intégrait de très nombreuses, trop nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de tracer le parcours d'escalade de Drake à l'aide de l'écran tactile ou d'utiliser le gyroscope pour le déplacer. Visuellement impressionnant, ce jeu constituait une illustration déjà convaincante des capacités techniques de la portable Sony.
Au même titre que Mario Kart sur 3DS, Mod Nation Racers s'annonce comme l'un des gros titres de la PS Vita. Tout simplement parce que cette nouvelle version du jeu de cartes sorti sur PS3 s'adapte parfaitement au format portable. On espère ainsi que le titre offrira une compatibilité multijoueur avec la PS3, au même titre que Wipeout 2048, même si cette dernière n'a pas été annoncée. En revanche, on a pu constater de visu la prise en compte des écrans tactiles pour la création de circuits qui permet de manipuler le terrain et de tracer des parcours de façon intuitive et originale. Secouer la console permettra aussi d'effacer ou de créer des circuits de façon aléatoire. Comme Mod Nation Racers, la version PS Vita de Little Big Planet est une évidence. Celle-ci proposera un mode histoire original intégrant un gameplay classique mais aussi des fonctionnalités tactiles offrant une nouvelle approche qui se décline bien évidemment dans les outils de création. Outre les écrans tactiles qui permettront des interactions multitouch multijoueurs, le gyroscope sera également mis à profit, tout comme les capacités online de la console qui permettront à 4 joueurs d'interagir. Un titre au potentiel énorme pour les gamers, les casuals et surtout les créatifs en herbe qui auront là de quoi s'amuser pendant longtemps, d'autant que cette version intégrera également les outils de la version PS3 de Little Big Planet 2. La franchise Wipeout a toujours été la vitrine des consoles Sony et ce n'est pas prêt de changer. La prochaine version, Wipeout 2048, dont vous voyez ici des images de la version PS Vita, sera jouable jusqu'à 8 en crossplay multi avec la PS3. La version portable intégrera également une dizaine de circuits inédits ainsi qu'une gestion du gyroscope et des écrans tactiles. Il sera ainsi possible d'incliner la console pour prendre les virages, tandis que le pavé tactile arrière permettra d'accélérer. Les armes sont bien sûr de la partie et il sera désormais possible de les activer à la voix. Reality Fighters se focalisait sur les fonctionnalités caméra et réalité augmentée de la PS Vita. On commence ici par créer son personnage à partir d'une photo prise avec la Vita. Et force est de constater que le principe fonctionne vraiment bien avec une modélisation plutôt fidèle aux joueurs. On customise par la suite son personnage à l'aide de nombreux paramètres comme la tenue, les armes et les accessoires utilisés ou encore le style de combat. Il y a enfin la bagarre qui peut se dérouler sur n'importe quelle surface à peu près unie. Sans être foufou en termes de combo ou d'attaque spéciale, Reality Fighters permet toutefois de se faire plaisir l'espace de quelques minutes et montre surtout quelques-unes des facettes technologiques intéressantes de la console de Sony. Everybody's Golf faisait partie du line-up PS Vita de cette E3 2011. Outre les fonctionnalités tactiles qui permettront de déplacer son personnage, le jeu intégrera également la possibilité de visionner le terrain à 360 degrés grâce au Six-Axis de la PS Vita. Mais le plus gros plus de cette version sera incontestablement la possibilité de jouer online, que ce soit au tour par tour ou en simultané. Toujours aussi cartoon et kikinou, cette version PS Vita n'a visiblement rien à envier à la version PS3 sortie en 2008. Justement, on va maintenant passer aux productions PS3 jouables sur cette E3 2011. Starhawk fait partie de ces grosses productions présentées par Sony à cette E3. La suite spirituelle de Warhawk a produit son petit effet, notamment grâce à la feature principale du jeu, le Build and Battle. Concrètement, vous pourrez invoquer à tout moment des structures comme des tourelles de combat ou des murs défensifs, et ce, en échange de la Rift Energy, cette ressource qui est au centre des conflits qui sévissent sur Frontier. Le mode solo vous permet d'incarner Emmett Graves, un mercenaire intoxiqué par la Rift Energy, mais encore en possession de ses moyens, contrairement aux hordes d'infectés que vous devrez affronter. D'une manière générale, l'action est vraiment présente et drôlement sportive, et on apprécie les différents terrains de combat. Il est effectivement possible de s'illustrer au sol en style third-person shooter avec votre personnage, mais aussi d'emprunter des véhicules aussi bien terrestres qu'aériens. Et lorsque l'on prend en compte l'aspect multijoueur de Starhawk, avec ses Capture the Flag et autres Team Deathmatch, on comprend qu'il s'agit ici d'une grosse production ambitieuse sur laquelle on risque de passer du temps. Voilà donc un titre doté d'une ambiance western de l'espace bien sympa, sur lequel on a hâte de donner un avis définitif. Si Last Guardian était l'un des grands absents de cette E3, la Team Ico représentait via Ico et Shadow of the Colossus Classic HD. Les deux jeux seront entièrement remasterisés en 1080p et seront jouables en 3D stéréoscopique. L'ajout de trophées fait également partie des nouveautés. Cette compilation sera disponible dès le 28 septembre prochain en France pour environ 40 €.
Prévu pour le 19 octobre prochain, Ratchet & Clank All for One est une itération orientée multijoueur de la série Insomniac. C'est d'ailleurs toujours le studio californien qui s'occupe de ce beat'em all plateforme, jouable jusqu'à 4 en coop offline ou online. En offline, les 4 personnages seront sur le même écran et ne pourront donc pas trop s'éloigner les uns des autres. L'autre changement fondamental lié à cette nouvelle orientation multi touche la caméra, qui échappe désormais au contrôle du joueur. Les personnages jouables seront bien sûr Ratchet & Clank, accompagnés de Quark et du Dr Nefarious lui-même. Chacun ayant bien évidemment ses propres armes et pouvoirs. Assez joli et jouable avec des lunettes 3D, Ratchet & Clank All for One semble assez grand public. Espérons donc qu'il proposera un challenge susceptible de satisfaire les amateurs de cette série, jusque-là très gamer. Dévoilé lors de la conférence Sony, via un joli trailer cinématique, Sly Cooper Thieves of Time n'est plus développé par le studio Sucker Punch, à qui l'on doit le très bon Infamous 2, mais par Sanzaru Games. Le studio n'en connaît pas moins la licence Sly Raccoon, puisqu'ils ont travaillé sur The Sly Collection, sorti sur PS3 fin 2010, qui regroupait les 3 jeux PS2, remasterisés en HD. Toujours en cel shading, ce 4e Sly Raccoon est le premier titre de la série développé pour et sur la PS3. Prévu pour 2012, il reviendra aux sources de la saga avec de la plateforme, des combats de boss épiques, mais également pas mal de nouveautés comme la gestion de la 3D stéréoscopique ou encore la possibilité d'utiliser des costumes, plus seulement pour se déguiser, mais aussi afin de conférer de nouveaux pouvoirs à Sly. Bon, on aurait préféré un nouveau Jak and Daxter, mais c'est déjà pas mal. Quant au mode multi, il devrait être bien présent, mais feront l'objet d'une annonce plus tard. Voilà, on a fait le tour des principaux titres Sony présentés à cette E3. On se retrouve donc dès lundi pour s'intéresser au stand Microsoft et à quelques perles, comme le jeu XBLA Insanely Twisted Shadow Planet. Donc voilà, donc c'était les news. Alors, donc la critique de jeu, donc je sais pas, tu joues à quoi en ce moment Alors, en ce moment, je retermine Mass Effect. Retermine ? Oui, pour la 3e fois. D'accord. Moi, actuellement, ce serait plus Duke Nukem Forever et Infamous 2, qui viennent tout juste de sortir. Puis moi, c'est Radiant Historia sur DS que je suis en train de faire les quêtes secondaires, ça prend beaucoup de temps, enfin bref, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, la critique de jeu sur Child of Eden, moi je l'attends pas spécialement parce que je connaissais pas Rez à la base, je sais pas, toi peut-être. Si, moi beaucoup, parce que Rez, et puis parce que je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, même sans Kinect en fait. Et moi, c'est peut-être le jeu qui va enfin me faire acheter Kinect, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant, de mon point de vue. D'accord. Ouais, on regarde tout de suite la critique de jeu. Ans ont passé depuis que Rez a marqué un certain nombre de joueurs en proposant une expérience musicale dans un jeu qui n'était pas un jeu de rythme. Pourtant, son créateur, Mizoguchi Tetsuya, était toujours à la recherche d'une expérience de synesthésie dans un jeu, ce qu'il avait déjà tenté dans le puzzle game Lumines par exemple. Retranscrire dans un jeu vidéo les émotions que l'on peut ressentir lors d'un concert, ce qui nous fait inconsciemment taper du pied au gré de la musique, en adéquation avec des graphismes, voilà ce que Mizoguchi tente de mettre en place depuis tout ce temps. L'échec commercial du rail shooter Rez va marquer le début de la fin des aventures de Mizoguchi chez Sega. Il va alors partir fonder sa propre société, Q Entertainment, qui donnera naissance aux versions commerciales de Lumines et puis à Meteos, tout en développant le concept du groupe musical Genki Rockets. C'est finalement avec Ubisoft que Q Entertainment va s'allier afin de développer la suite spirituelle de Rez, Child of Eden. Mais développer un jeu d'il y a 10 ans sur une console d'aujourd'hui, et en y incluant la technologie Kinect de Microsoft, apporte-t-il vraiment quelque chose au concept de base ? Dans la mythologie de Mizoguchi, Lumi est le premier enfant à être né dans l'espace, dans la Station Spatiale Internationale plus exactement. Tous ses souvenirs et son existence ont été conservés dans l'Internet et le réseau des réseaux s'est tellement développé qu'il est devenu l'Éden. Les souvenirs de l'humanité entière y sont désormais consignés, permettant de garder la trace de toute chose, même après sa mort. Les siècles passent lorsque Lumi s'éveille de manière soudaine. En effet, l'Éden a été corrompu et elle seule peut le purifier.
outre le fait que l'on puisse jouer à la manette ou avec Kinect, le gameplay de Child of Eden est exactement celui de Rez, c'est-à-dire du rail shooter pur jus. Un bouton permet de loquer des ennemis et le relâcher permet de tirer. Un autre permet d'utiliser un tir continu en laissant le bouton appuyé. Ce dernier, appelé traceuse, est indispensable pour éliminer les ennemis violets qui sont les plus rapides et les plus difficiles à abattre. D'ailleurs, lorsque l'on est face à eux, un viseur apparaît à l'écran pour indiquer leur présence et leur position, chose très utile car il faut les détruire en priorité. On peut également disposer de bombes, avec une au départ, les autres pouvant se récupérer en cours de niveau, qui sont extrêmement pratiques face au boss. Le cœur du gameplay réside évidemment dans l'alternance des tirs. Il est possible d'effectuer des chaînes en tuant des ennemis, ce qui augmente le score final. Les niveaux, qui sont toujours ponctués de boss impressionnants, se terminent en 10-15 minutes. Le temps, le pourcentage de purification, les bombes restantes et d'autres facteurs augmentent le score reçu en fin de niveau et permettent d'obtenir des étoiles qui servent à débloquer les niveaux suivants, ainsi que des bonus pour la galerie. Cette dernière contient des photos, des extraits de clips, de la musique, la possibilité d'inverser les couleurs des niveaux, agir sur les sons et d'autres petites choses du même genre. Un classement des scores est également disponible, séparant les niveaux réalisés avec Kinect ou à la manette. Plusieurs modes de difficulté sont disponibles, normal, difficile et parfum d'Éden. Sous ce nom bien ridicule se cache un mode sans barre de vie adapté à la promenade tranquille. 5 niveaux plus un cachet, quelques petits bonus et c'est tout. Il faut bien se rendre à l'évidence, Child of Eden est un pur jeu d'arcade. Donner un maximum de distractions impressionnantes dans un temps réduit, il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est un jeu auquel on va jouer de temps en temps. Pour ce qui est de la jouabilité avec Kinect, elle est relativement agréable, bien qu'un peu fatigante. Au vu de la durée des niveaux, il est fastidieux d'en enchaîner plusieurs à la suite, notamment à cause de l'effort de concentration demandé. Comme dans Rez, il est toujours possible de brancher des manettes sur les autres ports de la console afin que ses voisins de canapé puissent profiter des vibrations, bien que l'on conseillera plutôt de jouer dans le noir avec un casque ou le son à fond pour bien profiter du jeu. L'aspect sonore du jeu est toujours aussi important. Vagues d'ennemis suivant le beat, les explosions ayant des sons distincts, ainsi que la possibilité pour les très bons joueurs de trouver la manière qui leur permettra d'achever les vagues d'ennemis en rythme. On regrettera cependant que la musique de Rez, composée par des grands noms de la techno comme Kenichi ou Cold Cut, ait laissé place à la pop mainstream de Genki Rockets, le groupe produit par Mizoguchi que les spectateurs de No Life connaissent bien. Avec des couleurs ahurissantes, des décors fouillés aux détails surabondants, la direction artistique du jeu laisse sans voix. Autant Rez était dur, froid et acéré, autant Child of Eden tente d'être vivant et s'exprime dans une sorte de jubilation scintillante. On sent que Mizoguchi a mûri et qu'il a entraîné son équipe à le suivre. Cela a sans doute été possible grâce au soutien d'Ubisoft qui lui a donné carte blanche afin de doter son catalogue d'un titre gamer à l'aura et à la réputation sans faille. Même si la difficulté a été revue à la baisse dans le mode normal et que Kinect a été ajouté pour séduire le plus grand nombre, on ne peut pas dire que Child of Eden est un jeu accessible. Certes, les fans de Rez vont se jeter dessus les yeux fermés. Ceux qui ont toujours voulu jouer à ce dernier voudront aussi s'essayer à Child of Eden. Mais il n'est pas sûr que les joueurs occasionnels et les plus jeunes, même s'ils sont particulièrement visés par Kinect, daignent s'y essayer. On attend désormais les chiffres de vente pour voir si Child of Eden suivra le même destin funeste que Rez, malgré cette fois-ci un marketing beaucoup plus développé. Et rebonsoir. Donc maintenant on va parler arcade. Donc, alors est-ce que vous êtes des joueurs d'arcade ? J'essaye. Quand j'étais gamin, en fait, j'avais pas trop l'occasion, mais là, depuis beaucoup de temps, je peux un peu jouer sur borne, et c'est vrai que c'est pas du tout la même sensation. C'est pour ça que Game Center, en fait, j'aime bien regarder, parce que ça prend plein de trucs sur l'arcade, quoi, donc c'est cool. Moi, non, parce que j'ai suffisamment de consoles à m'occuper chez moi. Donc, l'arcade, ça prendrait encore plus de temps. Ouais. Moi, ça serait, oui, alors là, pour le coup, ça m'intéresse énormément, parce que je suis un très vieux joueur d'arcade. Et je suis toujours en train de chercher à en acheter une pas très chère si possible, donc du coup je m'intéresse fortement à ce numéro de Game Center. Bonjour et bienvenue dans Game Center. Je sens que vous êtes devenu fan d'arcade vous aussi. Vous avez envie de franchir le pas et d'acheter votre borne. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les pièges à éviter, les tips à savoir, les bonnes adresses. Je vous propose de regarder ça tout de suite.
Pouvoir jouer chez soi sur du matériel arcade, réservé à la base à des professionnels, est un rêve pour beaucoup de joueurs. Ce rêve n'est pourtant pas si difficile à réaliser pour peu d'être prêt à sortir les sous. Lors de l'achat d'une borne, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, il faut faire attention à la taille de la machine. Cela peut paraître évident, mais il n'y a rien de pire que de se retrouver avec une borne trop large pour passer la porte d'entrée. Certaines bornes ont des éléments démontables. Les Egret 2 ont par exemple un panel amovible, alors que l'Astro City peut carrément se diviser en deux parties. Il ne faut pas oublier le paramètre poids. Si vous habitez au 11e étage sans ascenseur, vous risquez de regretter l'achat d'une borne trop lourde. Dans les cas difficiles, il est conseillé d'alléger au maximum la borne, en enlevant l'écran notamment. Les gens ayant un espace intérieur vraiment réduit trouveront leur bonheur avec de petites bornes, telles que les Mini-Cute ou les SC19 de SNK. Dans le cas d'une borne générique, on peut en acheter une uniquement pour son look, les coups de cœur pouvant arriver à tout le monde. Mais il vaut mieux choisir en fonction des jeux que l'on compte utiliser. En effet, les écrans de borne ont des caractéristiques qui peuvent limiter les jeux utilisables. Un jeu en 31 kHz ne pourra pas tourner sur un écran 15 kHz. Il faudra le passer en mode 15 kHz via des deep switch ou un adaptateur, ce qui entraînera une perte de qualité. Autre exemple, il serait tout aussi dommage de mettre un jeu en 16/9 sur un écran 4/3. Et enfin, si vous prévoyez de mettre des consoles nouvelle génération à l'intérieur, il vaut mieux investir dans une borne HD récente. Réfléchissez donc bien aux jeux que vous comptez mettre et aux contraintes techniques liées. En tout cas, si vous souhaitez surtout jouer à de l'arcade rétro, c'est-à-dire à des jeux qui ont au moins 10 ou 15 ans, n'importe quelle vieille borne générique fera l'affaire. L'orientation de l'écran est aussi à prendre en considération. Certains jeux se jouent en tâté, c'est-à-dire avec l'écran à la verticale. Il faut donc vérifier si l'écran peut se tourner. Les écrans étant des éléments volumineux et lourds, tourner un écran se révèle très physique et demande beaucoup de minutie pour ne pas endommager le tube. Si vous comptez tourner régulièrement votre écran, on ne peut que vous conseiller de choisir une borne avec un système de rotation intégré, comme l'Egret 2, bien que l'idéal reste d'acheter deux bornes, une configurée en horizontale et l'autre en verticale. Toujours au sujet de l'écran, un problème récurrent des bornes d'occasion est le marquage. Les jeux ayant des éléments graphiques fixes peuvent à long terme marquer l'écran de façon définitive. Cela peut être très léger et du coup négligeable, mais en cas de marquage très prononcé, cela peut s'avérer gênant. Enfin, il est bon de regarder si les potards de la platine ne sont pas trop poussés à fond, ce qui peut être signe d'une fin proche pour l'écran. Enfin, il faut faire un choix entre une borne européenne, souvent équipée d'un petit écran et de contrôle un peu raide, ou une borne japonaise, plus moderne mais plus chère. Si vous cherchez des bornes européennes, il est possible d'en trouver à bas prix chez d'anciens exploitants. Il faut bien vérifier l'état du matériel et un peu de négoce ne fait pas de mal. N'hésitez pas à demander un jeu avec pour le même prix. Il est également possible de trouver des bornes chez des particuliers via le net. Comptez entre 100 et 300 € pour vous offrir une borne de type européenne. Si vous désirez investir dans une borne japonaise, nous avons la chance en France d'avoir 3 enseignes spécialisées dans l'import de bornes. Néo Légende, disposant d'un magasin sur Paris, Big Games, basé en région parisienne, et Arcade AM, basé à Toulouse. N'hésitez pas à les contacter, ils sauront répondre à vos questions et livrent sur toute la France. Néanmoins, sachez que vous devrez prévoir un budget plus important, de 700 € à 2500 € pour les plus récentes. Alors, si vous voulez savoir mes goûts personnels, je préfère les bornes japonaises ayant découvert l'arcade très tard au Japon, mais je peux comprendre qu'il y ait des fans de bornes européennes, ceux qui ont passé toute leur jeunesse sur ces machines. En ce qui concerne les bornes dédiées, les prix pouvant varier énormément, je vous conseille de vous renseigner directement auprès d'un fournisseur. Et dans la prochaine émission, nous aurons une interview de Nolan Bushnell, le père de Pong. À la prochaine. Nous allons attaquer les critiques anime manga avec Amatsuki tome 1 et Eden of the East en Blu-ray. Eden of the East est un anime que j'attends beaucoup, donc cette critique m'intéresse particulièrement. Est-ce que vous, il y a des critiques qui vous auraient intéressé? Moi, une critique pas spécialement, parce que ce que j'ai principalement c'est One Piece. Et après, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent à côté, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire de critique de One Piece, vu comment l'histoire est avancée. Donc, je sais pas, et toi, Omi? Alors, moi je lis surtout du manga, donc plutôt Berserk en ce moment, donc j'attends la suite. Et en animé, pas grand chose en général, plutôt les films d'animation qui sortent. Donc maintenant, les critiques. Tokyo, 22 novembre 2010. Le Japon est frappé par 10 missiles, une attaque d'une ampleur terrifiante, mais qui ne fait aucun mort. 2011, Washington, Saki Morimi, brillante étudiante, traîne autour de la Maison Blanche. Apparaît alors Akira, un jeune homme complètement nu, ne portant sur lui qu'une arme et un téléphone portable.
Saki va très vite s'attacher à cet homme aux multiples noms d'emprunt. Puis très rapidement, on apprend que le portable qu'il possède est crédité de 8,2 milliards de yens et qu'il doit les utiliser pour sauver le Japon. Voici la trame principale de Hidden of the East, la dernière production de Kamiyama Kenji que l'on retrouve au scénario et à la réalisation de ce petit bijou. Célèbre pour avoir réalisé la série Ghost in the Shell Standalone Complex, Kamiyama a également travaillé sur l'animation de Jinro, la Brigade des Loups. On ressent d'ailleurs une certaine similitude entre les animés, notamment via leur côté mélancolique et poétique. Cette fois-ci, le réalisateur a travaillé en collaboration avec Umino Chika, la mangaka de Honey and Clover, dont le chara-design rond et kawaii contraste énormément avec ce récit très sombre. Il est difficile de raconter ce genre d'histoire à travers un animé, pourtant le pari est réussi. Les personnages sont très travaillés et techniquement, ils sont extrêmement bien animés. Quant à la 3D appliquée principalement sur les décors, elle est subtilement intégrée. Le ton est plutôt sérieux, mais l'humour y a quand même sa place. Il est apporté principalement par le personnage d'Akira, par sa nonchalance et le fait qu'il parle si souvent de son petit soldat. La série propose également une réflexion sur la société japonaise actuelle, mettant en exergue les personnes qui choisissent de rentrer dans le moule et celles qui rêvent de liberté. C'est que mon petit soldat est de tous les combats. Malgré une histoire complexe, cette série s'est restée dynamique. Dès les premières images, on est plongé dans l'intrigue et on ne peut en sortir qu'une fois celle-ci terminée. Les musiques du célèbre compositeur Kenji Kawai participent d'ailleurs beaucoup à l'immersion du spectateur. Regarde. Akira Takizawa. La VF est correcte, mais manque de conviction. Quoi? T'es né le 7 janvier 1989? Heureusement, la doubleuse Maëlys Ricordo, que vous connaissez sans doute pour son rôle dans Nerds, apporte une note de fraîcheur et de légèreté avec son interprétation de Saki. C'est dingue! Tu fais partie de l'équipe de l'année 64. Et puisque t'es né le 7 et moi le 6, ça fait de moi ton aîné d'un jour, c'est drôle! Hein, petit Akira? Côté bonus, on regrettera leur inexistence, un aspect malheureusement récurrent des DVD publiés aux éditions Kazé. C'est d'autant plus regrettable quand on sait que les deux films faisant suite à la série télé, intitulés The King of Eden et Paradise Lost, apportent des clés indispensables à la compréhension de la fin de l'animé. Après avoir pris autant de plaisir à dévorer les épisodes de cet excellent titre, on ne peut s'empêcher de rester sur notre faim. Le jeune Tokidoki Rikugo, qui a échoué à son examen d'histoire, est envoyé dans un parc à thème proposant d'explorer l'ère Edo grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Au cours de la visite forcée qu'il effectue avec ses amis, il se retrouve nez à nez avec une étrange créature, un noué, qui l'agresse sans raison. Au moment où il est sauvé par une guerrière tout aussi énigmatique, Rikugo se rend compte que ses lunettes de réalité virtuelle ont disparu et qu'il a réellement été transporté à l'ère Edo. Et apparemment, Rikugo est capable de voir les yokai, les esprits que les gens normaux ne peuvent discerner. Dès lors, il va essayer de clarifier le mystère de sa venue en ce monde. Amatsuki est une série qui a débuté en 2004 dans le magazine Comic Zero Sum. Elle est dessinée par la jeune mangaka et illustratrice Takayama Shinobu. Il s'agit d'un récit fantastique au graphisme très fin, plutôt typé shoujo avec des beaux garçons à tous les coins de page. Le récit, quant à lui, lorgne plutôt du côté de l'action et de l'aventure.
Bikugo, le personnage principal, est taciturne et complètement indifférent à tout ce qui peut lui arriver. Pourtant, il va devoir mettre en avant sa sensibilité afin de s'intégrer dans la société de l'époque d'Edo et de démasquer les complots autour de lui, le tout grâce au pouvoir qu'il a acquis en basculant dans cet autre monde. Manga d'aventure sans prétention, Amatsuki est assez agréable à parcourir. Il devrait plaire aux amateurs de fantastique léger et de récits à tendance historique. La série, qui compte 12 volumes, a d'ailleurs été adaptée en dessin animé au Japon en 2008. Alors, pour finir, un petit mot sur la modération, messieurs. Donc, la modération, ça peut se sentir enfin, être un prof dans une maternelle ou une primaire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Vraiment, on a l'impression de retrouver les comportements de gamins qu'on peut avoir dans les cours d'école, et donc on est obligé de taper sur les doigts, mettre au coin ou ce genre de choses. C'est un peu comme ça, quoi. Mais c'est un peu usant et amusant à la fois. Voilà. On passe de très bons moments des fois dans l'équipe de modération. Ouais, on rigole bien. On a, Il y a quelques délires dans les parties cachées, mais... Voilà. Mais ça, vous n'avez pas le droit de voir, mais c'est normal. On a de quoi écrire quelques recueils intéressants. Bon, sinon après au pire, il y a le debug mode que Seb a fait en version longue, qui retrouvera sur iPhone 9, qui est quand même intéressant sur le sujet et qui prend le détail. Voilà. Bon ben, au revoir, et puis... Et une prochaine fois. À une prochaine fois. Une prochaine fois. Puis surtout sur le forum.